propose de commencer. Hein. Du coup, ce webinaire il va se décliner en trois parties. Hein. Donc une première partie introductive sur laquelle on va partager un peu avec vous un peu nos convictions autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation des processus de manière large, au sens large pour la finance. Dans un second temps, du coup, on va revenir sur des retours d'expérience de projets qu'on a mis, d'implémentation de la solution pour laquelle on souhaite partager avec vous, qui est aujourd'hui Remilia. Et puis, on va conclure par donc une démonstration de la solution pour voir comment cela fonctionne concrètement, comment cela marche. J'ai laissé, du coup, mes camarades se présenter. Bonjour, donc je suis Carlos Mauricio. Je suis donc en charge de toute la partie expertise, solutions et process chez Rimilia. Je suis anciennement donc métier responsable de CSP et je me suis lancé sur l'aventure de l'intelligence artificielle car c'est un processus non couvert jusqu'à maintenant, donc très récent sur le marché, donc une appétence accrue pour les nouvelles techno. Donc voilà, changement de métier, mais toujours dans le monde de la finance. Donc bonjour, moi c'est Damien Amonet, consultant senior chez Axis Consultant. Principalement, je travaille sur le processus order to cash et tous les leviers qu'on peut activer pour pouvoir proposer des solutions viables. Donc voilà. Très bien, donc je me présente à mon tour. C'est Yanis Kobzi, donc je suis directeur au sein de la BU Finance donc, chez Axis Consultant et je suis en charge de notre offre, en tout cas de travailler sur les problématiques d'automatisation des processus. Donc rapidement, hein, donc juste quelques mots sur Axis Consultant avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc Axis Consultant, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. Donc Axis a été créé il y a plus de 30 ans maintenant, donc 33 ans, pour être tout à fait précis. Donc on est 230 consultants qui travaillent sur Axis pour un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros. Voilà, donc on a des problématiques. Donc Axis a été fondé il y a 33 ans sur des problématiques finance, donc c'était le cœur de métier, et puis c'est étendu sur du conseil plus élargi sur les autres fonctions d'entreprise, et notamment aujourd'hui on a des offres autour des achats, des métiers des achats, donc la transformation de la fonction achat. Une offre aussi sur la partie digital marketing et commerciale, donc qui accompagne les sociétés sur ces problématiques-là. On a deux offres transverses que sont la data, donc avec comment exploiter et tirer meilleure partie de vos data. Et enfin aussi une autre offre qui est plutôt transverse, qui est l'accompagnement au changement au sens large, donc pour accompagner le changement au global sur ces problématiques de transformation. Et on a aussi également des filiales, donc des filiales géographiques et des filiales plutôt spécialistes. Donc l'une des filiales spécialisées par métier, c'est Axis Odyssée, qui est en charge de l'optimisation du travail en expense, donc le déplacement des collaborateurs et la gestion des notes de frais. Une autre filiale qui est spécialisée donc, dans l'intégration du système SAP, par le conseil et intégration purement spécialisée sur ces solutions SAP. Et deux filiales plutôt géographiques, donc Axibility, qui est elle plutôt une filiale qui se trouve à New York, et une autre filiale, Axis, Asia, qui se trouve à Hong Kong. Ça, vous avez un panorama un peu de nos expertises et de notre savoir-faire et notre implantation. Alors, rapidement, du coup, vous avez eu une présentation globale sur Axis. Très rapidement, sur l'offre finance, sur les problématiques finance, on intervient principalement sur trois composants. Donc, tout ce qui est en lien avec la transformation de la fonction elle-même. Donc, vous accompagnez dans le diagnostic précis de la fonction finance au sens large, donc avec des recommandations et finalement pour construire avec vous votre feuille de route de transfo finance. Le deuxième aspect est plutôt lié à l'automatisation des processus, donc c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est un des sujets qui va nous intéresser. Donc cette offre-là, en tout cas ce périmètre-là, va porter autant sur l'automatisation au sens large des process, avec par exemple, en faisant appel à de la RPA, dite générique ou généraliste, comme des solutions type UiPath, Automation UR ou Prism, ou vraiment à l'aide de solutions qui sont plus spécialisées, qui apportent une expertise métier supplémentaire, comme par exemple Blackline pour la partie clôture comptable, ou encore Remilia, on va en parler aujourd'hui, pour le processus order to cash. Donc, sur cette offre-là, on est autant sur l'optimisation du processus
de façon, voilà, je veux dire, assez générale, de manière lean, donc comment optimiser vos processus, les simplifier dans un premier temps, et puis accompagner la mise en œuvre de solutions si nécessaire. Et enfin, un troisième pôle qui est, lui, plutôt sur la gestion de la performance. Donc, on est sur la performance au sens, voilà, la BI, la nouvelle BI, en tout cas, la gestion de la data visualisation, donc comment rationaliser, construire des dashboards basés sur des indicateurs financiers. Alors, on voulait partager avec vous une de nos convictions donc, autour de la technologie et de la finance, donc donner un panorama un peu global avant de faire des focus détaillés sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire une solution mixant RPA et machine learning pour optimiser un processus métier qui est l'order to cash. Donc la big picture, c'est que nous, on est convaincus voilà, que depuis des années, donc la finance, ça a été l'une des premières fonctions qui a été automatisée, hein, avec les ERP finance, avec les fonctions comptables, etc., qui a déjà pas mal d'années. Si on fait un retour en arrière sur quelques années, donc c'est une fonction qui a été très tôt automatisée. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de solutions transactionnelles qui vont générer énormément de data. Et donc, tous ces données-là qui sont générées par les solutions transactionnelles ou CRM ou ERP, tout ce qu'il y a, ce type de solutions-là, vont alimenter des entrepôts de données qui sont de plus en plus étendues, de plus en plus massives. Donc, on va parler même de big data. Et donc, ces datas-là, aujourd'hui, qui viennent, c'est des données financières, opérationnelles qui viennent de votre activité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on les exploite dans le décisionnel. Enfin, en tout cas, on les a exploités pendant longtemps dans des décisionnels plutôt figés, prédéfinis, avec des KPI plutôt figés. Aujourd'hui, on bascule, donc si vous voyez la partie grise, donc la petite pastille grise, on bascule plutôt vers du reporting un peu traditionnel figé, vers de la data visualisation, avec de plus en plus d'autonomie pour les métiers, pour construire leur propre dashboard, avec des dashboards beaucoup plus simples, beaucoup plus facilement lisibles et simples pour exploiter la donnée, de plus en plus massive. Et donc, entre les deux, on voit émerger quand même des solutions et un concept qu'on appelle l'intelligence artificielle au sens large, qui a pour rôle d'éclairer, donc à partir de la donnée massive, donc qui est générée par les entreprises de manière de plus en plus massive d'ailleurs, qui est d'appliquer des algorithmes bien précis pour exploiter cette donnée, l'expliquer, en sortir des tendances, et puis la fournir finalement à des solutions de data visualisation pour la présenter de manière simple. Donc autour de ça, on a des solutions qui émergent aussi de plus en plus, qui est la RPA, donc l'automatisation, donc qui va servir à deux choses. Donc la première, ça va être automatiser évidemment les processus d'exécution eux-mêmes dans ces solutions dites transactionnelles. Donc pour être tout à fait concret, c'est des solutions qui vont prendre en charge les tâches répétitives et manuelles que les opérationnels réalisent sur les ERP, les CRM, etc., pour leur dégager du temps à faire des actions à plus forte valeur ajoutée. L'RPA va servir plutôt à ça, voilà. Donc remplacer, si je suis un peu simpliste entre guillemets, c'est les clics souris et les saisies clavier qui sont faites par les opérateurs sur les ERP, sur les CRM, etc. Ça, c'est un rôle de l'RPA, mais aussi l'RPA va jouer le rôle d'orchestrateur, en fait, entre les différentes technologies qu'on voit ici. Donc, entre la data visualisation et l'intelligence artificielle, le RPA va permettre de faire communiquer, orchestrer donc, toutes ces technologies-là pour un fonctionnement optimum. Mais notre avis, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus de cette dimension technologique, à notre sens, il faut ajouter une couche expertise métier. Cette expertise métier-là, évidemment, souvent elle est traduite par des règles de gestion figées, donc prédéfinies, qui sont implémentées dans les différents systèmes que j'ai cités, ERP, CRM, etc. Mais également, en fait, il y a cette expertise métier aujourd'hui, il y a une capacité différente de l'appréhender avec l'intelligence artificielle. Et une branche de l'intelligence artificielle qui est le machine learning, qui va donner la capacité, en fait, au système, aux applications, aux solutions, d'apprendre à partir de l'expertise métier. Donc ça, on va développer cette idée-là tout au long de ce webinaire. Et enfin, effectivement, cela, encore, ce n'est pas suffisant encore, c'est qu'il faut ajouter une couche supplémentaire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la culture d'entreprise et la capacité de l'entreprise à s'approprier, à intégrer, à être en capacité de changer pour l'entreprise de manière générale et la fonction finance en particulier, pour intégrer toutes ces nouvelles technologies.
Voilà. C'est les convictions qu'on voulait partager avec vous avant de rentrer dans le détail de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le process order to cash. Donc, c'est à mon tour. Merci Alice pour cette introduction. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour situer cette partie order to cash dans les directions financières, il faut pouvoir le situer. Il y a différents processus qui sont importants, comme le P2P, qui va concerner plus la partie achat, fournisseur, R2R, on est plus sur la partie réglementation comptable fiscale, et on va faire un focus sur la partie order to cash, où là, on va venir toucher le client. On va avoir un processus de bout en bout, où on peut voir que notre client, on va l'intercepter à un moment, et puis il y a tout le parcours du client, et la direction financière a un rôle, a des process qui sont liés à cette activité. Dans ce processus order to cash, il y a des enjeux très importants. On a des indicateurs clés, comme le BFR. Il va falloir trouver des leviers pour pouvoir jouer sur cet indicateur. L'enjeu également de ce processus, dans sa globalité, c'est de pouvoir accélérer le règlement du client. Il va falloir trouver des nouvelles technologies ou des procédés ou des procédures métiers qui vont permettre d'encaisser rapidement. On a également l'enjeu qui est de réduire un maximum les tâches manuelles, qui peuvent assez nombreuses dans ce processus order to cash, dans la partie comptabilité client notamment. Donc voilà, il y a tout un tas d'enjeux, il faut pouvoir adresser correctement ces enjeux. Mais on peut terminer cette partie un peu présentation générale du processus order to cash sur une donnée qui est intéressante, d'une étude réalisée par les Échos et la FTE, qui sont qu'aujourd'hui, 48% des entreprises souhaitent changer d'outils pour des raisons d'obsolescence. Constat intéressant qui nous dit qu'aujourd'hui, les outils utilisés, on n'est pas sur des nouvelles technologies, on n'est pas sur des outils qui peuvent répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment on y arrive. Ensuite, ce processus order to cash, on a voulu vous le présenter dans sa globalité, donc de manière très macro, commence de la demande de devis, quand le client commence à interagir avec l'entreprise, on commence à capter des informations clients jusqu'à la prise en compte de la commande, on délivre le service ou le produit, jusqu'à la facturation. Et là, on va commencer à avoir un focus intéressant sur la comptabilité client parce que de cette facturation, on va donc recevoir des encaissements. D'accord ? Le client va donc nous payer. Et comme tout professionnel de comptabilité, ces paiements, il va falloir les rapprocher avec des pièces comptables. Et on interagit dans un processus où aussi bien la comptabilité client que le recouvrement ont leur rôle à jouer là-dessus. Donc tout ça pour dire que la fluidité de l'information dans ce processus et l'importance de maîtriser l'ensemble des acteurs et des technologies qu'on va utiliser, c'est très important en fait. On va voir que ça a un impact. Donc vraiment la fluidité dans ce process, c'est facteur clé de succès. Donc pour faire un focus un peu plus précis sur cette partie d'encaissement client, vous voyez, comptabilité client, on a choisi de vous présenter de la partie du rapprochement. Donc, ce fameux encaissement, on va devoir rapprocher une pièce jusqu'à la comptabilisation dans l'ERP, qui donne une vision claire de l'activité de l'entreprise, et de l'activité du recouvrement. Comment le recouvrement va être en contact avec le client et pouvoir intervenir directement sur les comptes clients pour les impayés ou tous ces litiges. Ce qui est important de savoir, ou la question qu'on peut se poser, enfin le constat qu'on peut faire, c'est que dans cette étape du processus, on constate qu'il y a beaucoup de tâches qui sont peu automatisées. Et donc, on relève de là des opportunités d'automatisation. Et sur certaines tâches, comme on a mis un peu en avant sur ce support, la partie du rapprochement, des paiements factures clients, de l'affectation, donc les outils, comment travaillent aujourd'hui ces comptabilités clients, du passage de ces écritures dans l'ERP jusqu'au lettrage, et notamment comment les départements du recouvrement interagissent avec les comptabilités clients pour circuler l'information des paiements clients. Et à partir de là, donc, peu d'automatisation, peu d'outils, mais s'en découle aujourd'hui sur le marché des outils qui offrent une opportunité d'automatisation dotés du machine learning qui ont une vraie valeur ajoutée. Donc, là, c'est là où je vais laisser la parole à Carlos, qui va pouvoir nous décrire et un peu plus dans le détail. Alors, Rimilia, qu'est-ce que Rimilia? C'est une société anglo-saxonne qui a été créée une dizaine d'années par des professionnels du métier, donc des financiers, essentiellement des credit managers. À l'époque, ils ont fait le tour du marché. Il n'y avait pas de solution sur le marché qui permettait juste de robotiser, de mécaniser ce processus. Donc, ils se sont mis à ces anecdotes assez amusantes en fait, dans leur garage
à développer la solution pour leurs propres besoins. Pour plus, c'est un besoin exprimé dans la structure dans laquelle ils avaient. Ils se sont mis à développer la solution sur un point de table et on a fait sortir cette solution qui, à l'époque, était essentiellement basée sur la RPA. Et depuis, les technos avançant, ils ont introduit tout ce que l'intelligence artificielle, ou plus précisément dans ce cas de figure, le machine learning. Donc on est aujourd'hui sur une solution qui est aboutie, qui est sur le marché depuis quelques années, un certain nombre de clients qui sont installés avec des awards à travers, je ne sais pas le monde, mais essentiellement l'Europe. Microsoft également les a récompensés récemment. Donc une solution qui est aujourd'hui de nouvelle génération, avec un peu d'expérience, donc assez robuste, et installée sur un parc client qui est plutôt assez intéressant. Donc on va pouvoir regarder un petit peu sur le site, suivant en effet quelques-uns des clients qui sont installés. Donc c'est une solution qui n'est pas dédiée à un profil client spécifique, puisqu'on est capable de s'adresser à toute organisation, quelle que soit l'organisation même de l'entreprise, puisque ce soit centralisé, décentralisé, CSP ou pas, en fait, une solution qui est en mode SaaS, donc ça permet de piloter, d'avoir une vue centralisée de toute l'activité. Donc assez intéressant sur des groupes qui sont hétérogènes en termes de système. On est totalement hermétique à ça, donc assez intéressant comme approche et philosophie de suivi de cette activité. Rimlia Cache, en effet, est au centre du sujet d'aujourd'hui. Rimlia Cache est le module de traitement des encaissements clients. Ce module est couplé à d'autres modules. On représente aujourd'hui Rimlia Collect sur l'échange d'aujourd'hui, qui est le module le plus proche et le plus logique, en tout cas dans le processus order to cash, qui est en effet la partie recouvrement également. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'encaissement. Mais l'intérêt du recouvrement dans l'action est de pouvoir mixer, encore une fois, la techno de machine learning, de faire du prédictif et d'avoir de la donnée qui est partagée par les deux modules. Donc, on a un lien complet et sécurisé entre l'équipe compta client et le recouvrement. La solution est, comme je disais, totalement hermétique aux ERP, aux frais de fichiers, aux sources de paiement. Donc, on traite tout type de paiement aujourd'hui sans difficulté connue. Donc, on a des données qui sont récupérées de vos ERP. Enfin, des ERP. L'entrée de la donnée est plutôt, disons, le client. Revenons au départ. Le client émet un paiement via le flux bancaire. Il vous envoie un avis de paiement. L'outil va pouvoir récupérer donc les données bancaires, les avis de paiement, vos données présentes dans le ERP, et via toutes ces informations, on va pouvoir générer le matching en quasi totale autonomie. Donc on parle de taux d'automatisation qui sont au-delà de 90%. Donc de manière assez simple, sur ce diagramme, vous pouvez visualiser en effet tous les bienfaits de la solution. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation traditionnelle versus la RPA ou l'IA aujourd'hui? L'automatisation traditionnelle telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le début de Rimlia, c'était traditionnel en effet, on avait un peu de paramétrage, on passait beaucoup de temps, en fait, on a déplacé les ressources des équipes métiers finance vers les équipes IT, donc des gens qui faisaient du paramétrage pour la compta. Disons, la majorité des structures qui aujourd'hui ont avancé sur ces processus-là sont encore sur l'automatisation traditionnelle. Donc, on a du paramétrage manuel en arrière-plan, versus aujourd'hui les nouvelles technos où, en effet, on s'affranchit de cette tâche de paramétrage, puisqu'on va s'appuyer sur toute l'information qui est introduite par l'utilisateur dans le système pour pouvoir collecter ce paramétrage en arrière-plan. Donc concrètement, le machine learning, c'est collecter de l'utilisateur son savoir sans qu'il s'en rende compte et l'appliquer par un robot. Voilà aujourd'hui comment on traduit le machine learning, en tout cas dans la solution Rimlia Cache. Alors, on a un process
de présentation de la solution qui est sécurisant. On a ce que l'on appelle une étape de PDA, une preuve d'application de ce que l'on vous présente. Aujourd'hui, on vous parle de taux d'automatisation de 90%, c'est de la théorie. L'approche que l'on a est de prendre vos données. Donc, quand on parle de données, c'est on prend vos données de production et on vous restitue un résultat avec des étapes intermédiaires. En fait, on va prendre les données sans vous poser de questions, on les injecte dans le robot, on le fait tourner, lui via les algorithmes qu'il a et le process robotisation va traiter un certain nombre de paiements. En général, on tourne entre 40 à 60% d'automatisation sans que qui que ce soit intervienne dans la solution. Et on fait un premier échange avec vous où là, on analyse en effet les 40% résiduels pour comprendre pourquoi le robot n'a pas réussi à traiter ces 40%. On injecte le savoir dans le robot, donc en réalisant les opérations par de simples clics. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur du paramétrage. Tout ce que l'outil va apprendre, c'est par de simples clics souris. Il n'y a aucun code, il n'y a rien du tout. Et on réinjecte vos données et on vous représente un résultat final via la simulation en fait, des machine learning. Donc à partir de cette deuxième étape, on sécurise notre processus d'implémentation de la solution parce qu'on sait avec cette étape quel sera le taux d'automatisation cible de votre processus. C'est ça, comme l'a très bien dit Carlo, c'est les retours d'expérience qu'on a eu sur les projets Remilia. C'est une étape très importante parce qu'elle permet de démystifier cette partie-là et puis de pouvoir rassurer le client sur le rôle de Remilia, ses compétences, ses capacités à gérer cette donnée et à proposer des rapprochements de qualité au vu de ce qu'attend le client. Et donc à partir de là, c'est cette étape de PDA qui a été décrite par Carlos, il y a la partie projet, la mise en œuvre du projet qu'on a pu vivre ensemble. Et en effet, le point important sur ce retour d'expérience, c'est de dire qu'il y a des projets, se déroulent de manière assez classique, on le sait, mais sur ces projets-là d'IRPA, il y a des particularités à prendre en compte et à intégrer dès lors du PDA, notamment sur les ateliers de conception, bien travailler avec le métier, parce qu'il faut donc une maîtrise du processus comptable et les règles métiers qui en découlent, mais également les prérequis qui vont être nécessaires. Donc, quelle va être la donnée attendue dans les ERP? Il faudra donc une maîtrise. Donc dans ces ateliers-là, faire intervenir aussi bien la DSI que le métier et s'assurer qu'on ait une bonne maîtrise, une connaissance du processus existant. Donc voilà. Ensuite, sur cette mise en œuvre projet, une fois qu'on a pu travailler sur les ateliers de conception et basé sur ce qu'il y a pu y avoir sur l'étape du PDA, il y a également la phase de recette. Elle est importante, cette phase de recette, parce qu'on va venir mixer un certain nombre de choses. Dans un premier temps, une recette, elle sert à tester une solution assez classique. Je clique là, je remplis un champ, ça fonctionne. La particularité de ces solutions, c'est qu'on va travailler un peu comme un mode agile découpé, c'est on va fonctionner en mode de run. On va donc, dans un premier temps, charger des données et évaluer les cas de test, sans leur donner une aptitude au KO. Et au fur et à mesure des runs, on va regarder l'évolution. Et comme ça, on va pouvoir tester les algorithmes du RPA, la partie fonctionnelle, connaissance du métier de l'encaissement client, et notamment machine learning. S'assurer que l'application apprenne, que mon cas qui était à un certain statut en run 1 ait évolué jusqu'à mon run précédent 4, 5. Donc, c'est vraiment cette notion d'évolution. Et mon cas test, il n'est pas figé, il doit évoluer. Et aussi, c'est une recette importante parce qu'à travers cette recette, on va commencer l'apprentissage du robot pour permettre et avoir une mise en prod un peu plus sécurisée. Donc, on va sécuriser cette mise en prod grâce à la recette parce qu'on va impliquer le métier sur cette recette, s'assurer que l'apprentissage est de qualité, parce qu'il y a des particularités sur cet apprentissage. Et c'est donc déjà un bon début sur la conduite de changement parce qu'il faut impliquer les DSI. C'est une application un peu hors du commun, donc il faut qu'ils se familiarisent. Quel bon moment que la recette pour avoir ça, le métier, et également, en plus de tester l'application, tester l'apprentissage, tester ce robot. Et donc, les phases de run sont les plus appropriées. Et sur nos retours d'expérience projet, on a commencé cette conduite du changement à partir de là, qui nous a permis, sur les phases de déploiement, d'être agile, de pouvoir s'adapter aux clients, aussi bien de faire des déploiements par lot, permettre aux
aux entreprises qui ont plusieurs entités juridiques de pouvoir les cadencer dans un planning bien précis, ou alors, from scratch, Big Bang, l'ensemble des entités. Donc, elle permet vraiment des types de déploiement de façon agile, hein, mais on peut s'adapter au contexte du client, et c'est ce qui s'est passé sur les précédents projets. Et le plus important, selon nos convictions à nous, hein, qui va être l'accompagnement du changement. On constate aujourd'hui que pas seulement les utilisateurs vont connaître un changement, à utiliser une application, à travailler différemment, de manière plus analytique, passer plus de temps sur des cas complexes, vu qu'on a supprimé les cas à faible valeur ajoutée, mais totalement la DSI, c'est une application différente avec de nouvelles technologies, donc elle s'administre différemment. Les directions, on a on a des tableaux de bord, des données de qualité, on peut être plus précis, hein, sur l'encaissement. Donc voilà, ces retours d'expérience nous ont montré qu'il y a des particularités à prendre en compte, qu'on vient d'évoquer, et qui étaient très intéressantes et qui avaient un impact positif par la suite lorsqu'on accompagne nos clients, même une fois que la prod est passée. Donc, sachant du coup sur la partie PDR, on est sur des délais quand même assez courts, on est entre 2 et 4 semaines pour réaliser ce qu'a décrit, Carlos, c'est-à-dire tester la RPA, tester le machine learning et entre guillemets prouver qu'on peut atteindre des taux de rapprochement très intéressants avec des moyens, en se basant uniquement sur les capacités de la machine, autant sur le RPA qui traite le 1 pour 1 avec des règles déjà prédéfinies et le machine learning. Un projet plutôt entre 3 et 5 mois, donc on est sur des choses quand même qui restent. Donc la solution elle est en mode SaaS, du coup c'est une solution qui est standard, qui est hébergée en mode SaaS avec toutes les certifications en termes d'hébergement de la donnée, parce qu'on est sur de la donnée quand même relativement sensible. Et puis un déploiement qui est assez agile, avec la solution SaaS, du coup, qui permet un déploiement extrêmement agile. C'est ça. Voilà. Et qui permet de mettre en place ces dispositifs d'accompagnement au changement. Et pour revenir, c'est que les gains qu'on a pu constater, hein, c'est un fort taux d'automatisation. Alors, on va dire pourquoi. C'est évoqué pendant le PDA. Il faut aussi rassurer et accompagner le client pendant la recette et la mise en prod. Mais la combinaison du RPA, la partie robotique, des algorithmes très puissants liés à l'activité métier. Donc là, ces algorithmes ont cette connaissance métier de l'encaissement client et du rapprochement. Et le machine learning. Carlos l'a très bien précisé, le machine learning, c'est quoi? C'est ces nouvelles solutions de technologie. C'est on arrive à que la solution crée par elle-même des règles de gestion. Quand les anciennes applications, il fallait avoir un certain nombre de ressources pour paramétrer des règles de gestion, aujourd'hui, l'application se base sur le clic utilisateur pour créer elle-même ces règles de gestion. Donc ça baisse du coup les coûts de maintenance liés à la solution, les coûts de développement, des changements de règles de gestion où on devait les implémenter en termes de maintenance. Les règles de gestion très métier. Donc là, et c'est là qui est intéressant, parce que même le métier a cette visibilité sur ces liens que va faire le machine learning. Et c'est ce qui permet, là, toutes ces technologies, qui va permettre d'atteindre des taux de rapprochement assez intéressants et de libérer les énergies dans les comptabilités clients pour être focalisé sur des cas un peu plus complexes. On a après les gains qualitatifs. Hein. On le voit, on réduit les erreurs. On est sur des technologies, un robot efficace, des algorithmes puissants, et puis une productivité. On arrive à engendrer un grand nombre de rapprochements, un nombre important de volumes de données. C'est robuste, comme l'a précisé Carlos, donc c'est des gains qui ont pu être constatés dans les retours d'expérience de ces projets. Alors, j'ai un peu, pour compléter un petit peu ce slide, j'explique souvent qu'en fait, il y a quelques années, on a tous vécu en fait sur le P2P le phénomène qui va se passer sur le B2C. On avait une compte fournisseur qui était souvent délabrée, qui était chahutée, et on a mis en place des processus qui leur ont permis de se mettre à jour, de pouvoir communiquer, de donner des informations précises. Et pour le coup, en fait, les difficultés rencontrées par les équipes compte fournisseurs, en fait, se sont révélées non pas dû par leur propre traitement, mais souvent par d'autres problèmes autour du processus au sein de l'organisation. Là, sur le processus ici, on va se retrouver sur le même type d'analyse, puisqu'en effet, on va pouvoir mettre en évidence toutes les failles autour du processus O2C et de l'encaissement qui sont au sein de l'entreprise, qui aujourd'hui ne sont pas visibles parce que les équipes O2C ont la tête sous l'eau et font de l'encaissement, font du clic ou font du traitement manuel à faible valeur ajoutée. C'est un processus qui est en pleine évolution aujourd'hui. Et du coup, c'est l'occasion de moderniser aussi son système applicatif. La statistique que tu nous donnais tout à l'heure, Emma, qui disait quasiment 50% du coup, des responsables sur la partie process O2C
souhaitent, en tout cas ont exprimé le souhait de changer de solution pour des raisons d'obsolescence notamment. Du coup, ça permet des solutions comme Remilia, donc avec le machine learning, l'un des seuls cas de machine learning qui est appliqué à la finance, hein, donc c'est vrai que les cas sont extrêmement rares et qui fonctionnent, qui sont en production avec plus de 150 clients, qui sont en production, qui permet de sauter une génération et d'aller tout de suite vers des solutions dites un peu de nouvelle génération, avec des fonctionnalités enrichies. On va voir ce que ça donne réellement en termes d'utilisation. Peut-être commencer à montrer une vidéo qu'on trouvait intéressante chez l'un des clients qui a implémenté Remilia. Alors, Michel, pour être précis, cette vidéo a été réalisée par Safran dans le cadre de... Le centre de services partagé de Safran traite chaque jour des milliers de documents comptables, des relevés bancaires, des détails de paiement, des courriers électroniques. Réaliser les affectations de règlement et les lettrages des comptes clients s'avère fastidieux. Concrètement, pour Anaïs, collaboratrice Safran, ce sont des heures passées à vérifier, rapprocher et éditer des documents provenant de différentes interfaces de travail, sans parler des appels à passer pour obtenir des compléments d'information. Résultat, elle passe ses journées à effectuer des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, sans avoir le temps d'améliorer la qualité de service ou son efficience. C'est pour cela que Safran, groupe international de haute technologie, a décidé d'adopter Remilia Cash, un robot intelligent et innovant à son image pour traiter automatiquement le processus du lettrage des encaissements clients pour permettre aux équipes de s'affranchir des tâches les plus fastidieuses et répétitives, traiter de façon simple et rapide tous les encaissements au sein d'une seule et unique interface de travail, avoir le choix parmi plusieurs propositions de lettrage dans les cas les plus complexes. Plus qu'un simple logiciel transactionnel à programmer, Remilia Cash est un robot doté d'intelligence artificielle qui apprend avec les humains à gérer les cas rencontrés. Anaïs, simplement en cliquant avec sa souris, montre à Remilia Cash comment s'y prendre. Anaïs rend ainsi Remilia Cash autonome et ce dernier peut atteindre plus de 95% d'automatisation en quelques semaines. Avec Remilia Cash, Anaïs n'a plus qu'à traiter les cas les plus inhabituels ou les nouveaux clients. Les encaissements clients sont traités dans la matinée et avec une meilleure qualité comptable. Maintenant, les clôtures comptables sont devenues des journées comme les autres. Libérée par Remilia Cash, Anaïs peut désormais analyser plus finement des cas complexes et de façon exhaustive l'ensemble des comptes clients. Elle échange avec les comptables et participe à des réunions sur l'optimisation des processus comptables et financiers, tout simplement ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Alors, on passe à la démonstration. Alors, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Alors, voilà, ça ressemble. N'hésitez pas peut-être à ajuster vos écrans s'ils ne sont pas pile poil avec en termes de résolution avec l'écran. N'hésitez pas à ajuster un peu vos écrans en termes de zoom. Parfait. Alors, la solution en fait Remilia a été conçue dans le but d'optimiser le temps de traitement des comptables clients. Donc, on a un processus qui est... Ah. Désolé. Voilà. Donc, on a un processus qui a été bâti pour que les scénarios de traitement soient réalisés de façon à gagner en efficacité et donc à pouvoir permettre une restitution de tous ces encaissements très tôt le matin vers les équipes recouvrement. Donc on a un cockpit d'état des relevés de compte reçus le matin et restants à traiter. Sur ce cockpit, on voit tous les relevés bancaires, tous les comptes bancaires qui ont été réceptionnés. Donc, comme je disais, la solution, elle est multi-source de paiement. On traite la carte bancaire, on traite chèque, prêt, pourvu qu'on ait de l'information, on est capable de tout traiter. Donc là, on va pouvoir visualiser que sur le premier compte bancaire, nous avons reçu 113 paiements pour une valeur totale de 627 000 €. Sur les 113 paiements, il n'en reste 14 à traiter, ce qui équivaut à dire que nous en avons 99 qui ont été traités en totale autonomie par le robot. Sur les 14, il y en a un certain nombre, donc il y en a 12 pour lesquels nous avons des propositions que le robot va nous soumettre.
Et il y en a d'autres pour lesquels le robot, il n'a pas d'informations selon ses connaissances et ses algorithmes, il n'a pas d'informations disponibles. Donc là, qui restera de paiement qui resteront à la charge complète du comptable pour exécution. Alors, rentrons un peu plus en détail encore sur l'écran suivant. Donc, on retrouve nos 99 paiements complètement affectés. Et ensuite, la répartition des paiements restants à traiter par typologie. On a essentiellement des paiements avec IA. Donc, les paiements avec IA, ce sont des paiements pour lesquels le machine learning en fait, a été utilisé pour identifier les possibilités de paiement. Paiements sans IA sont des décisions qui sont associées aux algorithmes. Donc, l'outil va nous permettre d'identifier les possibilités de lettrage, les différentes combinaisons possibles, et de pouvoir en valider une pour affecter le paiement. Un certain nombre d'autres statuts qu'on rentrera plus en détail, certainement sur une démo plus poussée. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce que fait la solution. Donc, prenons le cas d'un paiement, une proposition avec IA, puisqu'avec IA, comme je disais tout à l'heure, le comptable va traiter en priorité tous les paiements qui sont simples à traiter, puisque l'idée est de pouvoir restituer à l'ERP tous les encaissements que l'on a reçus, et cela très vite. Donc en général, on a 3 runs d'intégration dans l'ERP, une en général entre 9 et 10 heures, une autre à midi et une autre en fin de journée qui balaye tout le reste des paiements qui ont été encaissés dans la journée. Donc là, prenons le cas d'un paiement avec machine learning. Donc, ce que l'on voit là, c'est qu'on a un client qui a été identifié, puisque l'émetteur du paiement s'appelle Tipsetters, et il a été associé donc à ce compte client. Donc là, c'est une règle qui a été créée après 3 passages sur ce client-là, après 3 passages sur ce bénéficiaire associé à ce client, le robot crée une règle et ça devient quelque chose d'automatisable par le robot, sans action du comptable. Alors là, vous me dites pourquoi est-ce que ce paiement n'a pas été effectué? Tout simplement parce qu'il y a quand même les règles métiers qui sont embarquées dans la solution, et toute facture non échue, qui est le cas de cette facture, puisqu'on reçoit un paiement le 6 juillet pour une échange du 14 juillet, tout paiement non échu ne peut pas être traité en automatique. Il est nécessaire que le comptable prenne la main pour valider ce type d'affectation. Quand on est sur du machine learning, puisqu'on a bien associé le bon client, on a bien identifié la facture, mais les règles métiers sont là pour sécuriser le processus. Donc voilà, le job du comptable consiste à valider la facture et la comptabiliser. Donc voilà qu'il y a plusieurs règles possibles, puisque là on avait une possibilité de lettrage sous la règle 1 que vous voyez ici à gauche. On a également une règle 2. Pour le coup, c'est la même facture, donc ce sont d'autres algorithmes qui tournent derrière. On a une règle 3. La règle 3, pour le coup, ce sont toutes les factures disponibles dans vos postes non soldés qui coïncident avec le montant du paiement reçu. Donc là, a priori, le bon montant, la bonne affectation est bien la première proposition. On a juste à lettrer et on passe au paiement suivant. Après, on a un paiement un petit peu plus complexe pour montrer un autre cas de figure. Donc là, on a un paiement qui est émis par le client MAD, auquel le robot a associé plusieurs comptes clients. Donc nous avons là 4 comptes clients qui sont associés au client MAD, et cela, encore une fois, via le machine learning, vous vous affranchissez de stocker toute cette information sur des post-it ou des fichiers Excel. L'association un émetteur versus X compte client se fait de manière transparente pour l'utilisateur. Au fur et à mesure où vous faites l'association de l'émetteur vers le compte client, le robot ingurgite l'information et la met à disposition pour être appliqué sur le paiement suivant. L'outil est également doté d'un algorithme de calcul en avant-plan. Là, on a un paiement qui a été affecté à plusieurs comptes clients. Donc, encore une fois, c'est machine learning. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs comptes qui sont associés, mais à ce stade-là, on n'a aucune idée de quel est le lettrage possible. Donc là, j'ai une recherche automatique qui va me permettre d'identifier toutes les combinaisons possibles de lettrage de ce paiement sur les comptes affichés à l'écran. Donc là, pour le coup, j'ai une seule possibilité de lettrage. Et encore une fois, vous pouvez me dire, mais pourquoi l'algorithme n'a pas identifié le paiement et il ne l'a pas lettré tout seul? Tout simplement parce qu'en fait, les règles métiers, encore une fois, sont là pour bloquer tous ces risques de lettrage mal appropriés. Et toute échéance qui n'est pas totalement payée ne peut pas générer un matching automatique. Là, on voit que nous avons des échéances qui sont à 0 jours et à 30 jours qui sont concernées par ce paiement. Le robot ne lettrera jamais tout seul un paiement pour lequel une échéance globale
n'est pas fait dans sa totalité. Sauf lorsqu'on est sur des paiements 1 pour 1, on identifie le numéro de la facture de manière certaine. On n'a pas de souci, mais dès qu'on est sur de multiples affectations, il faut que l'échéance complète soit payée pour sécuriser l'affectation. Voilà. Encore une fois, c'est une proposition. Rien ne nous empêche de transmettre la proposition fournie par le robot à notre client. Un simple imprimé écran de ce qui est proposé là et un envoi par email va vous permettre de sécuriser votre affectation et éviter de faire des paiements, des affectations de manière unilatérale et générer des problèmes d'affectation dans vos comptes. Donc voilà. Donc l'outil va vous aider à faire également des propositions de bonne qualité et à les sécuriser via la communication avec vos clients. Donc encore une fois, l'affectation est simple, il suffit juste de cliquer sur les traits et voilà le job du comptable. En général, on préconise le traitement des propositions avec IA parce que comme vous venez de le voir, les affectations sont en général plutôt sécurisées puisque ce sont des clients qui se présentent à minima pour la 3e fois, pour la 4e fois, parce qu'on a 3 passages avant la mise en place du machine learning. Et là, on est sur un cas de figure où les algorithmes du robot nous ont identifié de potentielles affectations. Donc là, on va regarder ce qu'il nous a proposé. Le premier algorithme, on a une seule possibilité de lettrage et pas d'autres règles. Et là, en fait, il s'est appuyé sur l'algorithme qui va juste nous chercher les factures qui ont le même montant dans les PNS. Donc là, de manière assez simple, on tape le nom du client ou on le visualise. Là, vous voyez le budget, mais là, ça, si vous aviez 250 pages, vous pourriez très bien sélectionner le nom du client, le mettre à l'écran et passer au suivant. D'accord? On va prendre un dernier cas de figure pour clôturer. Donc là, on est sur une règle 147. Donc la règle 147, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est sur des échéances payées dans leur globalité. Donc là, on a reçu un paiement qui concerne les échéances à 60, 90 et 120 jours du client Computer Security. Donc il n'y a pas de lien entre le nom Computer Security et le nom du débiteur dans vos données de base, mais l'algorithme de recherche a permis d'identifier ces factures et on voit que ça a l'air de correspondre. Donc on a juste à sélectionner toutes les factures, sélectionner toutes les factures, les traits et passer au suivant. Voilà de manière globale comment fonctionne la solution. Là, je vous ai présenté quelques cas concrets. L'outil embarque d'autres possibilités que l'on posera plus en détail si vous le souhaitez, lors d'une future présentation. On va vous présenter quand même quelque chose qui est important. On a un certain nombre de données qui peuvent être exportées, de rapports disponibles. On a surtout également un dashboard qui vous permet de piloter l'activité. Le dashboard va vous permettre de visualiser en toute transparence les capacités, les performances du robot. On a les performances de la solution et l'activité qui sont embarquées dans le dashboard. Donc on voit que 89% des paiements dans ce cas de figure sont traités en automatique. Alors ce qu'on appelle automatique, c'est ce qui est totalement transparent pour l'utilisateur et ce qui est proposé par le robot à l'utilisateur. D'accord? Un certain nombre d'informations sur les volumétries, sur les valeurs. On a également un suivi par mois. Donc là, on reste sur de la BI, ce sont des reports qui évoluent, qui ont d'ailleurs depuis évolué. On est sur une version de démo, mais qui vont évoluer et qui sont encore plus sexy que ce qu'on a à l'écran aujourd'hui. Ça me permet de voir en effet la performance, la stabilité des résultats obtenus par le robot. Quelques autres informations, toujours en termes de valeur, de nombre sur les performances. Et par catégorie, j'ai oublié de vous préciser quelque chose sur la solution, c'est on est en mesure d'affecter également des paiements, au-delà du paiement sur la facture, on a un cas de figure qui est communément rencontré en France, c'est les CPM qui tordent la tête à tous nos comptables clients. C'est quelque chose qu'on est capable d'automatiser via la solution. Je parle de la CPM parce que c'est un cas qui est connu, mais ce type de transaction qui en général est affecté à des comptes généraux, on est capable de l'associer de manière automatique par le robot sans que l'utilisateur visualise quoi que ce soit à l'écran ou alors en manuel si on préfère que le comptable prenne la main et l'affecte manuellement. Via simple clic également, tout comme les affectations qui peuvent être faites sur les comptes clients. Donc en fait là on a une vue sur ce qui est affecté à la facture, sur ce qu'on appelle le virtual account.
Holding account, c'est ce que je viens d'expliquer, ce qui est affectation sur compte généraux. Customer account, c'est ce qui est affecté au compte client non lettré type account. Voilà. Donc on a un peu de vue sur la répartition par banque. Oui. Voilà. C'est l'application est assez riche, effectivement. Donc là, l'idée, c'était de vous donner envie d'en voir plus, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, du coup, de toute façon, on va communiquer les supports qui ont été présentés. Donc vous aurez aussi les contacts des intervenants. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin, voilà, d'une démonstration beaucoup plus précise et détaillée de la solution, notamment. Donc j'espère que voilà, que ça vous a donné une idée globale de cette solution qui est extrêmement intéressante parce que extrêmement simple d'utilisation, donc la simplicité d'utilisation avec la puissance du machine learning derrière, qui permet justement cette simplicité, qui diminue du coup le travail de rapprochement manuel qui est réalisé par les équipes à l'aide de ce machine learning, et le traitement des exceptions, une fois qu'on l'a fait 3 fois, en fait devient une règle. Donc, du coup, ça permet encore de diminuer le taux, voilà, des applications. Donc, du coup, voilà, merci à tous. On a dépassé un peu le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je ne vois pas forcément des questions. Est-ce qu'on avait des questions de poser? Hop, je vais jeter un coup d'œil rapide. Sans question. Il y a une seule question. Est-ce que vous gérez les devises et les écarts de change? Alors, on gère les devises. Il n'y a pas, encore une fois, c'est un outil qui est complètement hermétique à la source d'information. Donc, les devises sont traitées. La limite est uniquement le cross-devise. Comme vous pouvez bien l'imaginer, on ne va pas pouvoir lettrer des choux et des carottes, comme on dit, donc dépeindre avec des euros, ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous recevez un paiement qui est en dollars sur des factures en dollars, on est capable de tout lettrer. Voilà, après on va s'appuyer sur le ERP pour passer les écarts de change et non pas sur la solution, puisque les écarts de change sont portés en général par les ERP. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a? Les technologies RPA et IA sont bien intégrées directement dans la LIA. Je confirme. Les deux technos sont bien embarqués. J'en rajouterai une troisième, c'est les algorithmes. En fait, pour moi, il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la RPA, donc la robotisation, la mécanisation du processus, les algorithmes, donc on va s'appuyer sur les calculs scientifiques, voir faire des propositions d'affectation, et ensuite l'IA au travers du machine learning, où en effet on va capter ce que l'utilisateur fait pour pouvoir le reproduire de manière mécanique via la RPA. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que c'est le si. Ça c'est bon, ça c'est bon. Non, je pense que c'est bon. Bon, donc merci à tous. Merci à vous deux. Pour votre temps. Et puis à très bientôt, on espère. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.